Bonjour, un tiers des Belges souffrent de problèmes de vue. Pour s'en débarrasser, de plus en plus de personnes se tournent vers la chirurgie. On va voir ça de plus près un petit peu plus tard. Avant cela, on va retrouver Sabrina Jacobs pour la météo. Bonjour Sabrina. Alors la pluie a fait son grand retour ce matin. En effet, une zone de pluie qui va traverser notre pays. Alors ceci dit, elle n'est pas très active, donc les quantités seront limitées et puis très rapidement, elle va s'évacuer. Donc encore quelques gouttes attendues sur l'ensemble du territoire, parfois en quantité un petit peu plus importante. Il fait encore très doux pour l'instant, entre 7 et 11 degrés. C'est à l'arrière du passage de cette zone de pluie que les températures vont commencer à baisser pour tendre vers les valeurs de saison. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Merci Sabrina, à tout à l'heure. Avant de poursuivre, on va faire le point sur l'actualité du jour. Michel Martin va se rendre en Italie. Elle pourrait s'y installer. Erreur de photo dans un avis de recherche de la police. Xavier se retrouve accusé à tort. Reconstruire des os avec de la graisse, c'est une découverte belge. Il y a ceux qui voient bien de près et puis ceux qui voient mieux de loin. Beaucoup de Belges ne peuvent pas se vanter d'avoir une vue parfaite. Quels sont les problèmes qui vous contraignent à plisser les yeux ou à porter une correction optique? Petit coup d'œil en images. Le problème de l'âge, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sait plus tout à fait bien lire. Voilà, c'est tout. Je suis presbyte et donc pour lire, maintenant pour tout je dois les porter. Pour commencer, c'était seulement pour lire. Pas encore en tout cas, on verra avec l'âge. Parfois quelques difficultés pour regarder au loin, mais jusque-là pas encore besoin de lunettes. Je suis évidemment astigmate et hypermétrope et donc je porte des lunettes de vue de près et j'ai une vision de loin qui diminue. Vu mon âge, voilà. J'ai des problèmes de vue puisque je porte des lunettes uniquement pour lire, hein. Effectivement, oui. Ah, je suis myope, astigmate et maintenant presbyte. Je vous reconnais, effectivement, je veux dire, je peux distinguer les choses au loin sans précision, ce qui m'implique de porter des lunettes quand, par exemple, je vais au cinéma, ou pour regarder la télévision, ou un spectacle, quel qu'il soit, nécessite en tous les cas de ma part de porter des lunettes pour voir de loin. Et en plus, même pour lire, donc voir de près, ça nécessite une paire de lunettes sur mon nez. Ce qui veut dire qu'effectivement, en alternance, je me dois de changer les lunettes assez régulièrement. Je suis hypermétrope, je suis myope, enfin tout. Je vois pas bien du tout sans les lunettes, ça c'est sûr. Alors, de léger à très fort, les problèmes de vue peuvent parfois compliquer le quotidien et même gâcher la vie de ceux qui en souffrent. Quelle solution s'offre à eux et puis quels sont les risques de chaque méthode? Eh bien, pour faire le point, on reçoit Françoise Rosy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ophtalmologue généraliste. C'est vous qu'on vient voir un petit peu quand on a des petits problèmes pour prescrire des lunettes, etc., des verres correcteurs. Vous allez nous expliquer tout ça. À vos côtés, Oscar Calais. Bonjour. Vous êtes responsable du département de chirurgie réfractive à l'hôpital Erasme. Alors vous, quand on vient vous voir, évidemment, ça veut dire qu'on va toucher au bistouri et au laser, mais ça aussi, on va en reparler. Alors, Françoise Rosy, on vient d'entendre toute une série de personnes lister leurs problèmes. Il y en a pas mal, hein, quand même, des problèmes de vue. Celui qui touche la majorité des gens, c'est lequel? Le défaut le plus fréquent, c'est la myopie. En général, ça commence au moment de l'adolescence, où un jeune de 12 ans vient dire à ses parents qu'il ne voit pas bien au tableau. Il commence à voir flou, il plisse les yeux, il voit un peu mieux quand il ferme les yeux, il plisse les yeux. Et alors voilà, ils viennent me consulter en général parce que c'est lié essentiellement à la croissance. L'œil myope est un œil plus grand que la normale et l'œil s'agrandit avec la croissance. Et donc c'est un défaut qui apparaît début de l'adolescence et puis qui évolue encore même jusqu'à 18-20 ans et qui peut encore évoluer plus tard, mais c'est plus rare. Les myopies chez l'enfant, chez les plus jeunes, sont moins fréquentes. Ça, c'est vraiment le défaut le plus important. Et alors, comme disaient les personnes que vous avez interrogées, l'âge, la presbytie. Et là, vraiment, avec l'âge vers 45 ans en général, beaucoup de patients sont atteints de difficultés de mise au point de près. Ça, c'est presque systématique, en fait. C'est systématique, tout à fait. Tout le monde, malheureusement, devient presbyte, quel que soit le défaut qu'on a précédemment. Voilà. Alors, Oscar Calais, la myopie, c'est un défaut, en fait, qui est en train de devenir le mal du siècle, presque, qui est en tout cas en train de se répandre. Tout à fait, qui est en explosion. On n'a pas exactement tous les critères pour comprendre actuellement ce qui se passe, mais on note... et dans nos pays occidentaux et plus encore dans les pays asiatiques, une explosion avec des progressions de 30% sur 40 ans.
Ça veut dire qu'il y a des populations où il y a 70% de la population qui est myope. En particulier au Japon, on a maintenant une statistique effroyable de myopie ou du pain béni pour les ophtalmologues, Oui, on va c'est ça, dire. oui. Il y a du commerce à prendre et à faire. Françoise Rosy, il y a des défauts qui, lorsqu'ils sont corrigés très jeunes, vont pouvoir disparaître? Exactement. Comme je vous disais tout à l'heure, l'œil myope est un œil plus grand que la normale. Beaucoup d'enfants ont des petits yeux. Ils sont petits également. C'est ce qu'on appelle l'hypermétropie. Et ce sont des enfants qui ont, quand ils sont en âge d'aller à l'école, qui se plaignent d'avoir des maux de tête. Et on se rend compte en fait que ils ont un petit défaut qu'ils essaient de gérer inconsciemment et involontairement et qui peut leur procurer des troubles genre maux de tête. Alors, les parents viennent nous consulter également pour des maux de tête. Et on se rend compte alors, pour des lunettes, on va donner des lunettes aux enfants. Et avec leur croissance, ce défaut peut tout à fait diminuer. Oui, ce sont des enfants qu'on voit dans des classes de primaire avec des lunettes, mais plus en secondaire et plus à l'âge adulte. Encore une fois, nous ne savons pas du tout comment l'œil va grandir. Oui. Il y a des personnes adultes qui gardent des petits yeux, mais beaucoup d'enfants, en tout cas, abandonnent leurs lunettes justement pendant l'adolescence. C'est mieux pour eux. Oscar Calais, il y a aussi des défauts qui vont se corriger parce qu'on va avoir un autre défaut de vue. Oui, alors c'est un peu complexe, mais globalement, et il faut bien le dire, la myopie, c'est un défaut qui ne va jamais disparaître. Et donc, quelqu'un de 20 ans se dit à 50 ans, je ne serai plus myope, non. Par contre, à 50 ans, la myopie qu'il a peut l'aider pour la vision de près, pour contrer l'autre problème actuel qui est la presbytie. Donc en fait, le fait de ne pas bien voir de loin va s'équilibrer avec le fait de ne pas bien voir de près. Du coup, on va voir plus ou moins bien. Eh bien non, on verra toujours mal de loin. Et donc on devra avoir des lunettes de loin. Mais par contre, de près, à 50 ans, on devra les enlever pour lire. Ou alors mettre des verres progressifs. Ça, les deux solutions sont possibles. Ok. Alors, avoir une vue parfaite, eh bien ça a un prix. En fonction de l'âge et puis du défaut de vision, il peut varier très fortement ce prix. Lunettes, lentilles, ophtalmo. Pour certains, l'addition grimpe très vite et elle atteint parfois plusieurs centaines d'euros par an. D'autres parviennent à limiter la casse. Quand même. Quand même. Enfin bon, j'ai profité d'une promotion qui avait jusqu'à la fin de l'année et comme ça, j'en ai deux pour un prix relativement raisonnable. Les lunettes sont quand même onéreux quand même, oui, je l'avoue. C'est quand même cher. Assez bien parce qu'en fait on perd souvent ses lunettes, donc il y en a à gauche, à droite, des lunettes de lecture dans le living, dans la voiture, un petit peu partout, parce que c'est indispensable et que si on ne les a plus, je ne peux même pas faire de courses. Oui, ça coûte cher. Moi j'en ai eu pour 1000 € pour la monture parce que ce sont des verres progressifs. Donc il faut bien réfléchir. Oui, c'est un petit budget quand on aime bien les lunettes et je les change environ tous les 2 ans. Alors Françoise Rosy, les lunettes, on entend ça peut parfois coûter cher. Est-ce que les verres, parce que les lunettes ne sont certainement pas remboursées la plupart du temps, mais est-ce que les verres sont remboursés et est-ce qu'ils se sont suffisamment ? Alors, ça n'est jamais suffisant, je crois. On a quand même fait pas mal de progrès depuis quelques années. Actuellement, jusqu'à l'âge de 18 ans, pour peu qu'il y ait un changement d'une demi-dioptrie, le verre est remboursé. Ou les verres sont remboursés si on prend évidemment un verre de base, sans excès, sans demander on ne va pas rembourser l'anti-reflet, voilà. L'amincie, etc. Exactement. Enfin, c'est quand même une intervention de la mutuelle qu'elle ne faisait pas avant. Également, maintenant, après l'âge de 65 ans, au-delà de 4 dioptries 25, c'est assez précis, les patients sont remboursés. Et ça veut dire c'est beaucoup, ça? C'est un défaut moyen. Pour les personnes entre 18 et 65 ans, il faut vraiment être fort atteint, c'est-à-dire être au-delà de 8 dioptries 25 en correction de myopie ou d'hypermétropie pour que la mutuelle rembourse. Donc il y a quand même, c'est quand même indispensable d'avoir une bonne paire de lunettes et la mutuelle n'intervient pas. Donc ça n'est jamais assez parce que ça n'est pas un luxe d'avoir ce genre de devoir être obligé de mettre des lunettes. Oscar Calais, dans certains cas, on entendait des gens parler de milliers d'euros. Ça c'est quand on arrive à des défauts, quand on est un peu plus âgé. Alors, en lunettes ou en chirurgie? En lunettes, en lunettes. En lunettes. Parce que la chirurgie, ça va coûter bien plus cher que ça. Alors malheureusement, les verres progressifs, on arrive facilement avec une bonne qualité de verres progressifs et des montures à 1000 €, en sachant que tous les 2-3 ans, il faut les remplacer. Donc c'est un sacré budget. Oui. Françoise Rosy, on conseille de voir l'ophtalmologue à quelle fréquence? Alors quand on n'a pas vraiment des gros problèmes de vue, normalement, on devrait y aller tous les ans? Ça dépend. S'il y a un problème de famille, une maladie connue dans la famille comme le glaucome ou la dégénérescence de la macula, il y a un facteur héréditaire certain.
Donc ce sont des personnes qui sont à risque, qui risquent plus vite de faire des problèmes de ce genre. Donc on leur conseille quand même de faire un contrôle aux alentours de l'âge de 30 ans pour être sûr qu'il n'y a pas rien qui puisse présager d'un problème particulier. C'est évident que les enfants, et les pédiatres n'insistent peut-être pas beaucoup, pas assez là-dessus, que vers 3 ans et demi, 4 ans, il est indispensable qu'on fasse un examen de la vue, parce que la vision d'un enfant se développe jusqu'à l'âge de 6 ans, et après c'est parfois trop tard. Et donc vers l'âge de 3-4 ans, non seulement l'enfant nous répond bien, joue avec nous pour qu'on puisse bien évaluer leur vision, et on a encore tout le temps pour réajuster et permettre aux 2 yeux de voir correctement. Alors au-delà de 65 ans, je crois que c'est vraiment tous les ans indispensable de faire un contrôle, parce qu'en Belgique, c'est encore l'ophtalmologue qui mesure la tension oculaire, et il est indispensable de ne pas éluder ce problème-là, parce qu'on ne se rend pas compte si la tension est trop élevée. D'accord. Alors, Oscar Calais, les lentilles, on en entend beaucoup parler. D'ailleurs, ça permet plus de distinguer les gens qui ont réellement des problèmes de vue, parce que forcément, ça ne se voit pas. Oui. Est-ce que ça abîme les yeux? On a entendu pendant longtemps cette théorie selon laquelle le fait d'enlever la lentille, la remettre, etc., ça abîmait. Le fait de manipuler une lentille sur l'œil, ça n'abîme pas. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'abus. Particulièrement, il y a des lentilles jetables qu'on est censé enlever le soir. Les adolescents, parfois, les gardent 3, 4, 5 jours, ce qui est évidemment mauvais. Il faut savoir que la cornée... C'est mauvais parce qu'il faut hydrater l'œil? Non, c'est en fait parce que la cornée n'a pas de vaisseau. Et donc, elle se nourrit de l'oxygène extérieur. Et donc, c'est quand même un corps étranger qui filtre un peu l'apport de cet oxygène. Et donc, le problème, les lentilles en elles-mêmes, c'est pas dangereux, mais ce sont les excès. Il faut aussi savoir qu'il y a des complications infectieuses avec les lentilles. On peut faire de l'herpès cornéen, on peut faire des abcès de cornée, on peut faire même des champignons ou des parasites dans la cornée. Là, donc c'est pas anodin. C'est pas anodin. Le port de lentilles n'est pas totalement inoffensif. Il est très sûr, mais il n'est pas absolument inoffensif. Alors, Françoise Rosy, on voit des sites internet, notamment en France, proposer des verres correcteurs et des lunettes à des prix imbattables. Donc, comparaison faite, parfois on gagne jusqu'à 30-40% même selon la monture que l'on va choisir. Mais est-ce que c'est recommandé de commander des verres correcteurs par internet? Il est tout de même difficile de comprendre comment il est possible, via Internet, de mesurer l'espace entre les 2 yeux, l'espace interpupillaire, et pour avoir un confort parfait au niveau de la correction. Et donc, je crois quand même encore à l'artisanat, au rôle de l'opticien de quartier qui mesure, qui fait des mesures précises pour qu'à chaque personne soit adaptée une paire de lunettes correcte. Parce qu'une personne est un musicien, une autre travaille sur l'ordinateur, un autre est sur la route toute la journée. Et donc, je crois que c'est drôlement important qu'il y ait un contact qui se fasse avec un spécialiste de l'optique, l'opticien de quartier, et qui va adapter à chaque cas, à chaque activité, vraiment ce qu'il leur faut. Alors, on entend, Oscar Calais, de plus en plus parler de la chirurgie. Autrefois, quand on entendait dire que quelqu'un s'était fait opérer des yeux, c'était une intervention très lourde et surtout très risquée. Qu'est-ce qui a changé entre il y a 15 ans et aujourd'hui? Il y a eu énormément d'évolutions technologiques. Moi, j'ai commencé à faire du laser, mon premier cas, en 94, donc il y a 20 ans. C'était des appareils qui étaient encore relativement lourds, qui traitaient des zones sur la cornée qui étaient très courtes et donc qui créaient pas mal d'effets secondaires. Et puis la technologie a évolué et elle évolue actuellement tout le temps. C'est d'ailleurs le côté très passionnant du métier. Ce qui fait qu'on a des appareillages de plus en plus sûrs, de plus en plus rapides et dont les résultats sont de mieux en mieux. Et en fait, on a l'impression que c'est quand même moins lourd qu'autrefois, parce qu'autrefois, vraiment, il fallait rester hospitalisé, il fallait qu'on soit suivi. Vous venez, on met des gouttes pour endormir l'œil, on vous donne un petit calmant, on vous opère. L'heure d'après, vous êtes déjà de retour à la maison. Voilà, et le soir, on va en discothèque, tout est réglé. C'est presque ça, non, quand même pas. On n'exagère pas, mais on va revenir alors dans le détail là-dessus. Mais avant cela, 3% des Belges sautent donc le pas de la chirurgie réfractive, une intervention qui permet de se passer des lunettes ou des lentilles du jour au lendemain. Le nombre de personnes opérées est en augmentation. Pourtant, certains n'osent pas encore sauter le pas. Par quoi sont-ils freinés? Réponse en images. Moi, il y a une certaine inquiétude par rapport à une opération quelconque. Il y a toujours, me semble-t-il, un risque. Je ne sais pas si l'évolution de la science permet de faire ça avec suffisamment de précision et sans risque aucun. Je n'en suis pas certain. Il paraît que les opérations réussissent très bien, donc j'ai des amis qui l'ont fait, qui sont enchantés, mais je sais pas, c'est difficile de passer La peur? Oui, malgré tout, je me dis qu'on ne sait jamais, on peut toujours avoir une réaction qui n'est pas évidente, et enfin bon, je sais pas.
Je ne sais pas. Mon ophtalmo m'en a parlé et puis je dis que j'allais voir. Pour l'instant, je ne suis pas encore prête. J'aurais bien envie, mais les statistiques ne sont pas encore tout à fait parfaites pour me dire qu'à 100% j'aurai un bon résultat, mais voilà, je m'informe en tout cas. Je n'y ai pas pensé, d'abord parce que c'est pas, enfin, en ce qui me concerne, c'est pas aussi grave que ça. Ça ne concerne que la lecture. Maintenant, s'il y a un problème un peu plus grave, hein, pourquoi pas. Mais je crois que mais je ferai quand même attention avant de me faire opérer, parce que j'ai toujours peur d'une opération. Voilà. Non. J'aurais peur, je crois. J'aurais peur qu'on touche à mes yeux. Alors Oscar Calais, on l'entend, il y a pas mal de réticences, mais ça on va y revenir. Avant toute chose, la myopie, c'est le défaut qu'on corrige le plus souvent. Tout à fait. Alors comment est-ce qu'on procède? Est-ce que c'est invasif? Est-ce que ça fait mal? Il y a différentes techniques, toutes par laser à l'heure actuelle, sauf pour les très très gros défauts, où alors là on met des implants. Je dirais que globalement, c'est de moins en moins invasif, de moins en moins douloureux. Il faut compter, suivant les techniques, soit on fait du laser de surface, soit on fait du laser avec une petite découpe dans la cornée, on appelle ça un LASIK. Entre 3-4 jours de récupération pour la première technique et 1 jour pour la deuxième technique. Et la récupération visuelle est de plus en plus rapide et les résultats de plus en plus prédictibles et de mieux en mieux, avec des effets secondaires qui sont de plus en plus atténués. On avait pour les premiers lasers beaucoup de sécheresse, beaucoup de phénomènes d'éblouissement la nuit. On a ça de moins en moins, ou en tout cas de façon très temporaire. Françoise Rosy, est-ce que certains de vos patients sont tentés et est-ce qu'ils vous demandent conseil, même si vous n'opérez pas? Bien sûr. C'est évident que c'est un sujet dont on parle beaucoup dans les magazines, à la télévision. De plus en plus, c'est un sujet qu'on aborde. Et donc, bien sûr, je suis à leur écoute, mais j'insiste toujours en leur disant que n'est pas candidat qui veut. Parce que, et mon confrère Oscar en parlera encore mieux que moi, pour avoir de bons résultats, il faut bien sélectionner ses patients. On tire au laser sur une cornée qui a quelques millimètres d'épaisseur et on ne va pas s'embarquer dans cette aventure si cette cornée ne peut pas supporter ce genre de choses. Et donc je tempère toujours les ardeurs de mes patients en leur disant allez demander l'avis du spécialiste qui fera les mesures préventivement avant l'intervention et qui vous dira lui si vous êtes un bon candidat ou pas. Je crois que ça c'est la base. Justement, les bons candidats, ce sont les candidats dont la myopie, si on parle de la myopie, c'est stabilisé. Ça c'est le premier critère. Donc premier critère, myopie stabilisée. Deuxième critère, la motivation. Quelqu'un qui hésite à se faire opérer, ce n'est pas un bon candidat. Mais comment est-ce que vous rassurez les gens? Parce qu'on entend quand même pas mal d'hésitation. J'imagine que le jour où on fait cette intervention, on arrive quand même le matin en se disant ah, c'est une intervention des yeux. Comme ça fait partie du coaching. Je pense que d'abord, il y a 2 rendez-vous au minimum avant les interventions, où il faut vraiment débroussailler tout le terrain avec le patient, comprendre ses motivations, expliquer les résultats qu'on peut avoir, les résultats qu'on n'aura pas, parce que parfois il y a des expectatives qui sont irréalistes. Ça, c'est les 2 premières étapes très importantes. Le jour de l'intervention, on a toute une équipe qui est là pour entourer le patient. Moi, personnellement, je travaille même avec une kiné qui fait un massage de main pendant l'intervention si nécessaire. Et donc, on a vraiment une sorte de coaching préopératoire, péropératoire, et même après l'intervention, il y a toujours des petits soucis au départ parce qu'il y a de la cicatrisation et on est là pour supporter et porter le patient. On sait que Françoise Rosy, ce qui pose problème aussi, c'est le coût de ces interventions. Ça peut varier entre 2 000 et 4 000 euros pour la myopie, c'est ça si ça mes dépend des informations techniques. sont correctes? En fait, il faut savoir qu'un laser ou 2 lasers à utiliser, évidemment, c'est un prix différent. Un laser sur 5 ans, ça coûte 500 000 euros. Donc 2 lasers, vous voyez le budget que c'est. Si vous utilisez un seul laser pour faire une technique chirurgicale, ça tourne autour de 2 000, 2 500 euros. Si vous êtes pour les 2 yeux. Pour les 2 yeux. Si vous êtes obligé maintenant de faire ce qu'on appelle du femto, LASIK par exemple, où on fait une découpe et puis on utilise le 2e laser pour le traitement, là on part sur des 3006, 3008. Alors on entend quand même des patients aujourd'hui parler, et notamment on voit ça sur internet, parler du fait d'aller à l'étranger parce que ça coûte moins cher. Est-ce que vous déconseillez ce genre de choses? Totalement. Parce que bon, d'abord, je ne peux pas assurer que ce soit certain, que ce soit dans de bonnes conditions que ça puisse se passer. Vous parliez du prix tout à l'heure. Je crois qu'il faut réfléchir aussi, parce que toute une vie de lentilles, de produits de lentilles, de lunettes, c'est vrai que c'est une somme à débourser en une fois. Mais voilà, c'est peut-être aussi finalement un gain de temps, et jusqu'à nouvel ordre, l'INAMI, donc la mutuelle, ne rembourse absolument pas ce genre de choses. Oscar Calais, il faut quand même parler des risques, parce que justement, quand c'est bien fait, ça fonctionne. Quand c'est pas bien fait, il y a quand même des risques d'endommager l'œil. Quels sont les risques de ce genre d'intervention? À l'heure actuelle, les risques principaux sont des risques minimes qui sont surtout donc des problèmes de sécheresse et des problèmes de sensibilité à la lumière. On peut avoir des complications beaucoup plus rares, mais qui sont plus sérieuses.
Même dans ces complications-là, il y a des façons de réintervenir ou de recorriger le tir. Il faut savoir que les lasers sont devenus de plus en plus sûrs. Auparavant, on avait par exemple des lasers qui ne s'arrêtaient pas si le patient bougeait. Maintenant, on a des lasers avec des trackers. Dès que le patient sort de la zone de fixation, le laser s'arrête. On a des lasers qui travaillent sur de larges zones optiques de telle façon qu'il y a beaucoup moins d'interférences lumineuses. On a des techniques de surface et des techniques de volet qui permettent justement de favoriser la cicatrisation. Donc tout ça a beaucoup évolué. D'accord, merci à tous les deux pour toutes ces précisions. Il est 12h50 et on va jeter un coup d'œil aux informations de cette matinée. Michèle Martin, bientôt en Italie. Elle doit s'y rendre prochainement et elle pourrait déménager dans un couvent. La police se trompe de photos dans un avis de recherche. Résultat, un Carolo se retrouve accusé d'une agression qu'il n'a pas commise. Reconstruire des os en utilisant des cellules graisseuses, c'est la découverte faite par des médecins des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Et puis 3 700 € minimum pour voir les matchs et camper dans le Day Village, le camp des supporters des Diables Rouges au Brésil. Le package de l'Union belge est jugé trop cher par certains supporters. Et on va retrouver Sabrina Jacobs pour se pencher sur le ciel et sa couleur aujourd'hui. Alors la pluie devrait se retirer sur la pointe des pieds cet après-midi. Oui, en effet, tout à son aise avec cette zone de précipitation qui est entrée dans le pays, précédée par pas mal de nuages. Et ces nuages, nous les conserverons même une fois que la zone de pluie sera évacuée. C'était le cas ce matin à Charleroi, mais aussi sur Arlon avec pas mal de grisailles. Et puis ces fines pluies, certes, vont nous arroser, mais tout en douceur, puisque les valeurs, même si elles affichent un léger recul, sont toujours largement supérieures à ces fameuses moyennes de saison, entre 7 et 12 degrés encore pour cet après-midi, mais voilà qui ne va pas durer, parce qu'à l'arrière de cette zone de pluie, eh bien, les températures seront plus fraîches. Alors évidemment, on parle de saison, eh bien le week-end, lui, il s'annonce de saison. Exactement, avec encore quelques faibles précipitations attendues samedi, après quoi nous connaîtrons une très belle journée, essentiellement dimanche, avec pas mal de lumière et de soleil. Ceci dit, voilà qui risque de vous surprendre, c'est la nuit de samedi à dimanche. Puisque dimanche matin, eh bien, on aura connu quelques faibles gelées, certes, mais elles seront quasiment généralisées. Alors, les frimas de l'hiver sont-ils à notre porte? Rien n'est moins sûr, en effet, Vanessa, parce qu'en début de semaine prochaine, le ciel sera encore partagé, mitigé, avec des valeurs de saison. Et puis, pour mercredi, jeudi, eh bien, les modèles se contredisent toujours. Alors, il semblerait qu'on ne connaîtra pas de chute vertigineuse du mercure, on pourrait aller vers du temps plus froid, mais ces températures pourraient également à nouveau aller vers un redout. Donc on ne sait pas vraiment si l'hiver est décidé à s'installer, c'est pas certain. En tout cas, il vaut mieux rentrer les plantes fragiles parce qu'on ne sait pas si elles vont geler ou pas. Il est temps de faire tout ça puisque jusqu'à présent il faisait assez doux. Là, il est temps de les mettre à l'abri. Exactement. Et puis de toute façon, on aura un beau dimanche et généralement quand il fait beau le dimanche, tout le monde est content. Voilà. Donc c'est très bien comme ça. Merci Sabrina. Alors demain, on parlera football et voyage. Nous allons mettre le cap sur le Brésil qui va accueillir la Coupe du Monde. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Luc Gilson pour le journal de 13h. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous donne rendez-vous demain.